Ce dernier rendez-vous, nous l'avons avec Denis de Rougemont, qui nous attend, qui nous écoute et avec lequel nous allons converser à partir du studio de Radio Genève dans lequel il se trouve actuellement. Je vous salue, Denis de Rougemont, je m'assure de votre présence. C'est une simple formalité. Mais oui, Bonjour. bonjour, je suis là. Bonjour. Denise Rougemont, depuis 40 ans, vous parlez d'environnement, vous parlez d'écologie, d'autogestion, vous parlez d'une Europe de la culture de plus en plus urgente à réaliser. Vous refusez le terme d'État-nation, vous revendiquez le bon sens au pouvoir, la mesure qui naît de la réflexion et de la lucidité très vive, et vous cristallisez ces idées dans des livres. Je les cite très vite parce que tout le monde les a en mémoire. Ils ont été traduits à peu près dans toutes les langues. L'amour et l'Occident, l'avenir et l'Occident, l'avenir est notre affaire. Un de vos derniers livres qui faisait dire à un journaliste, Denis de Rougemont, voici le retour de l'hérétique. Et on s'expliquera peut-être sur ce titre, ça m'intéresserait beaucoup. Actuellement, vous préparez le journal d'un Européen. Et tout ceci est en fait une sorte de mise en ordre de vos intuitions. Est-ce que vous pourriez l'interpréter comme ça, Denis de Rougemont? Je pense qu'on peut dire cela, oui, mais c'est plus qu'une mise en ordre, c'est un récit d'une passion, d'une longue passion que j'ai pour ce que représente pour moi l'Europe. Le livre que je suis en train d'écrire sera en réalité un journal comme les autres journaux que j'ai déjà publiés, journal d'un intellectuel en chômage, journal d'Allemagne, journal des deux mondes. Ce sera un journal non intime, c'est-à-dire que j'y parle surtout de l'époque, de mes relations avec l'époque, des efforts que je fais pour m'opposer à ce qui m'indigne dans cette époque et pour favoriser ce que je puis y admirer, au moins en espérance. Je profite de ces deux mots que je viens d'employer pour vous signaler que, à mon sens, ce qui me meut à écrire, ce qui m'a toujours poussé à écrire, au-delà des tout premiers essais que font tous les adolescents, n'est-ce pas, qui sont simplement une manière de calmer une espèce de démangeaison que l'on calme en grattant du papier. Si on veut prendre les choses plus sérieusement, en portant un regard d'ensemble sur ce que j'ai écrit jusqu'à présent, je vois qu'il y a deux passions qui me poussent à écrire. C'est l'indignation et c'est l'admiration. L'indignation, eh ben, les sujets ne manquent pas dans notre société, n'est-ce pas? J'ai commencé par m'indigner contre l'école primaire. Mon tout premier livre s'appelait « Les méfaits de l'instruction publique ». Il a causé un certain scandale en Suisse, qui est un pays où l'instruction est prise terriblement au sérieux. L'instruction primaire obligatoire et publique. Et puis, j'ai poursuivi ma carrière d'homme indigné en m'intéressant de plus en plus aux grands mouvements qui agitaient l'époque, les mouvements de masse, les mouvements qui allaient devenir totalitaires, les fascismes et le communisme. J'ai toujours été, depuis le départ, en violente réaction contre tout ce qui conduisait à ces mouvements. Ils ne m'ont jamais attiré. Et en ceci, je me distingue de la plupart de mes contemporains, au moins littéraires. Si je prends les gens qui ont écrit dans ma génération, je m'aperçois que la plupart ont passé, pendant une certaine époque, par une véritable fascination pour ces mouvements, surtout pour le communisme. Ils en sont presque tous revenus. Et ça ne m'est jamais arrivé. Depuis le départ, depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux choses publiques, lors de mes premières années à Paris, dans les années 30, ces fameuses années 30 dont on parle si souvent et si mal aujourd'hui, où nous avons lancé le mouvement personnaliste, j'ai très vite vu que ce qui était en cause, dans l'époque, ce qui m'indignait, c'était une attaque convergente contre tout ce qui me paraissait admirable dans l'homme, c'est-à-dire la liberté de la personne à la fois libre et responsable de ses actions, donc libre et engagée dans une communauté. Je n'ai pas cessé d'écrire pour la personne, sa vocation, son libre épanouissement, et contre toutes ces
tous ces systèmes de plus en plus oppressants, opprimants, qui s'appelaient fascisme, national-socialisme, communisme, et plus simplement chez nous, contre les prétentions de l'État-nation. Chez nous, je dis en Occident, dans l'Occident dit démocratique. Et ce que je raconte dans le nouveau livre que j'écris, le Journal d'un Européen, c'est mon expérience de l'Europe à construire après les désastres de la guerre hitlérienne. Je venais de passer 6 ans aux États-Unis, où j'avais été envoyé par le gouvernement suisse à la suite d'incidents un peu gênants. Pour lui, j'avais fait publier un article sur l'entrée d'Hitler à Paris qui m'avait valu, parce que j'étais officier dans l'armée suisse, une condamnation très sévère à 15 jours de forteresse pour insulte à chef d'État étranger. Et je commençais à devenir gênant en Suisse, alors on a jugé bon de m'envoyer aux États-Unis faire des conférences sur la Suisse. On a pensé que je serais peut-être utile, tandis qu'en Suisse, j'étais gênant. J'ai donc passé 6 ans là-bas à pleurer l'Europe et à me dire que si jamais je pouvais y retourner, et je n'étais pas seul à me le dire, nous le disions tous les amis que j'avais retrouvés là-bas, tous les émigrés d'Allemagne, de France, d'Angleterre, d'Italie, qui se retrouvaient à New York, parmi lesquels je peux citer quelques noms dont j'ai beaucoup parlé, André Breton et les surréalistes, les peintres, Saint-Exupéry, des philosophes français comme Gurvitch ou Maritain. Tous, nous avions cette idée fixe, si nous rentrons en Europe, c'est-à-dire si Hitler perd la guerre, nous aurons une grande tâche commune, ça sera de fédérer nos pays. Je suis rentré pour la première fois en 1946 sous le signe de l'Europe précisément, invité par les premières rencontres internationales de Genève, qui faisaient une semaine entière de débats sur l'esprit européen. J'ai été amené à parler des maladies de l'Europe telles que je les avais ressenties à distance, et j'ai fait ma première conférence sur l'Europe le soir de mes 40 ans, le 8 septembre 1946. C'est une date qui a marqué dans ma vie, c'était le début de ce que je pourrais appeler ma petite carrière européenne. Après cette conférence, qui était très impressionnante à cause de la qualité des gens qui y parlaient, il y avait par exemple pour la France Bernanos et Benda, pour l'Allemagne Karl Jaspers. La rencontre était extraordinaire au lendemain de la guerre entre des Français et un Allemand. Il y avait Georg Lukács, le grand philosophe communiste. Il y avait Stephen Spender, le poète anglais. Enfin, cette seule rencontre était déjà une affirmation européenne, une affirmation de l'unité de la culture européenne, sur laquelle j'avais toujours pensé que l'on pourrait bâtir une union. Je suis rentré en Amérique pour quelque temps, j'y avais laissé ma famille et j'ai passé quelques jours en prison entre l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire qu'à peine arrivé à New York, par suite de malentendus évidents, j'ai été dépêché sur Ellis Island comme un paquet. J'y ai passé 5 jours, j'en suis sorti grâce à toutes sortes de stratagèmes après un petit procès. Et j'ai compris que l'Amérique avait compris qu'elle était en guerre à ce moment-là. Et puis, j'ai passé quelques mois là-bas en me disant, je viens faire mes dernières provisions de grand air américain pour rentrer bien en forme en Europe et m'y occuper de la Fédération européenne. Ce que j'ai fait beaucoup plus vite que je ne le pensais. À peine rentré définitivement en Europe, m'installant dans une grande ferme près de Genève, mais en France, j'ai reçu le premier jour, je n'avais pas encore défait mes bagages, la visite de 2 amis que je connaissais, dont l'un, en tout cas, je le connaissais depuis notre époque de groupement personnaliste à Paris, c'était Alexandre Marc, qui sont venus me dire, voilà, tu vas venir avec nous dans 3 semaines à Montreux, inaugurer le premier grand congrès des fédéralistes européens. Ça ne pouvait pas mieux tomber.
Et je leur ai dit tout de même, laissez-moi un peu respirer l'air du bureau. Enfin, je ne sais pas très bien dans quelle Europe je reviens. Et il faudrait me laisser un peu de temps. Je ne sais pas quel thème choisir. Ils m'ont dit, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à reprendre un texte fait au début de la guerre qui s'appelait l'attitude fédéraliste. Ça sera une table ronde, nous serons 30 et il n'y aura que des amis. Je suis arrivé là, à Montreux. On m'a conduit à travers des couloirs bizarres devant une grande table ronde où il y avait 25 personnes, mais elle était sur la scène et dans la salle, il y avait 1200 personnes. J'ai compris au dernier moment, plus mort que vif, que je devais faire une conférence. Et surtout que votre action s'engageait à ce moment-là d'une manière très précise. Oui, j'ai été vraiment catapulté. On faisait de vous un homme pressé. J'ai été catapulté, il n'y a pas d'autre mot, dans l'action européenne. Et en sortant de là, dans un enthousiasme général, on m'a dit, maintenant, tu es avec nous. Alors j'ai dit, bon, je vous donne 2 ans de ma vie d'écrivain, et puis ensuite, je verrai. Nous espérions tous que ça serait très vite fait, l'Union de l'Europe. Nous nous trompions beaucoup, mais enfin, c'est naturel. Dans les débuts d'une action, c'est l'enthousiasme qui doit gagner. Je vous interromps un instant, Denise Rougemont, parce que je crois que justement, il faut préciser quelque chose qui est très important pour vous, c'est que lorsque on nomme votre raison d'être, évidemment, on parle du projet européen. Un projet d'ailleurs dont il nous faudra dire, vous avez commencé de le faire, mais peut-être aller plus loin encore, nous dire en quoi il se distingue des autres projets. Mais je dirais, moi, dès maintenant, et que ceci soit bien entendu, que cette action est absolument inséparable de votre état d'écrivain. Et vous venez d'ailleurs de le dire, je vous donne 2 ans de ma vie d'écrivain. C'est pour vous tout à fait indispensable. C'est là que se fixe la véritable action. C'est dans la parole écrite qui soutient la parole du discours. N'est-ce pas? Je n'ai jamais pu distinguer vraiment ma vocation d'écrivain d'une vocation d'homme d'idées et d'action. Pour moi, ça ne fait qu'un. Je refuse absolument cette distinction que l'on fait de plus en plus dans certains milieux dits d'avant-garde à Paris. Enfin, c'est un peu moins maintenant, c'était surtout après la guerre, où on ne disait plus des choses, on faisait du texte. J'ai toujours pensé que, n'est-ce pas, écrire, c'est dire. Évidemment, la meilleure manière de dire pour un écrivain, c'est son style. C'est ça qui transmet le meilleur, le plus authentique de son message. Mais il est faux de penser que il faut essayer d'écrire sans dire, d'écrire pour écrire, c'est-à-dire d'écrire pour ne rien dire. Je ne pense pas que j'ai perdu toutes ces années, de 47 à aujourd'hui, bien que j'avais décidé que ce serait 2 ans seulement. J'ai été entraîné beaucoup plus loin que cela. Je ne pense pas que j'ai perdu mon temps comme écrivain. D'abord, j'ai écrit une dizaine de livres sur l'Europe pendant ce temps, qui, je crois, n'étaient pas complètement dépourvus de valeur littéraire, d'intérêt pour l'écriture, pour le style. Et puis, cela m'a donné une vision tout à fait nouvelle, beaucoup plus prégnante de ce que c'est que l'écriture. J'écrivais sur l'Europe, non pas mu par une passion politique, mais, je le répète, mu par l'indignation contre ce que l'on était en train de faire avec les nationalismes en Europe, c'est-à-dire recréer les bases de guerre future, qui désormais seraient absolument hors de question, puisqu'elles consisteraient en échange de bombes atomiques qui seraient la fin de l'histoire et de l'humanité. Donc la paix devenait un objectif central, une condition préalable de tout. Je pensais que le meilleur moyen de faire une Union européenne était de rompre avec toute cette tendance vers les nationalismes étatisés de plus en plus totalitaires sans s'en rendre compte et d'aller vers ce que j'appelais l'union fédérale de nos pays. Ceci étant une dérivation, une conséquence de ma conception de la culture européenne. J'ai toujours considéré que la culture européenne se distingue de toutes les autres par la pluralité de ses sources, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement Athènes, Rome et Jérusalem, comme l'a dit Valérie, qu'on cite toujours, mais il y a aussi les sources germaniques, celtiques, et puis plus tard au Moyen-Âge arabe, et beaucoup plus tard, tout près de nous, slaves.
le roman russe, la musique russe, Stravinsky que nous entendions tout à l'heure. Cette variété des sources est justement ce qui caractérise la culture européenne par opposition aux grandes cultures de l'Asie qui sont toutes unitaires. Eh bien, cette culture multiple, pluraliste, doit se traduire sur le plan politique par des systèmes fédéraux, fédéralistes, c'est-à-dire basés sur la reconnaissance des différences, sur le respect, sur les autonomies, tout ce qui fait que la fédération n'a pas comme objectif la puissance, mais la liberté des éléments qui la composent. C'est ce que vous disiez déjà de l'amour. Oui, n'est-ce pas? Là, il y a une unité parfaite, je crois, dans mon œuvre. Je pars toujours de cette définition de l'homme comme personne à la fois libre et responsable. Et sa liberté s'exprime à la fois dans l'amour, dans l'admiration, mais aussi dans l'engagement. On ne peut pas être libre si on n'est pas responsable de ses actions et de leur effet dans la société. Liberté et responsabilité sont des fonctions absolument interconnectées. L'une n'est pas imaginable et praticable, surtout sans l'autre. Alors, tout ce que j'ai fait avec beaucoup d'amis dans tous les pays, ça a été de promouvoir cette union fédérale de l'Europe. Nous y sommes arrivés en beaucoup d'étapes que mon livre va raconter d'une manière peut-être pittoresque, parce qu'en réalité, les choses étaient pittoresques, il n'y a pas besoin d'y en rajouter. Nous avons d'abord fait des grands congrès, un grand congrès de l'Europe à La Haye, présidé par Winston Churchill, avec 800 délégués de tous les pays d'Europe, dont 16 anciens premiers ministres, 52 ministres, dont beaucoup en exercice, 250 députés, des grands écrivains, des hommes d'église, des hommes des syndicats, des représentants de toutes les grandes tendances intellectuelles et sociales de l'Europe. Et nous avons terminé ce congrès par un message aux Européens que j'avais exigé d'écrire avec ma section culturelle. J'étais chargé de la section culturelle du congrès, distincte des sections politiques et économiques. Et j'avais dit, vous savez, la culture en général, ça vient dans les discours de dessert. Je voudrais être sûr que c'est plus sérieux pour vous. Alors ils m'ont dit, quelle certitude voulez-vous, quelle preuve de notre prise au sérieux? J'ai dit que ma commission culturelle soit chargée de rédiger le message final aux Européens, ce qui a été fait, et j'ai eu la grande joie et l'émotion de le lire en conclusion de ce congrès. Dans ce message, il était déjà question de créer des institutions culturelles. On m'a pris au mot et on m'a bombardé directeur d'une institution nouvelle qui s'appelait le Centre européen de la culture, que j'ai créé à Genève en 1950 et qui a fait beaucoup de choses que je raconte avec pas mal de détails dans mon livre. Je dois dire que ça ne sera pas entièrement tiré de mes notes intimes, mais ça sera aussi tiré d'articles que j'ai publiés à l'époque. Parmi ces articles, je dois dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas directement en relation avec mon engagement européen. Il y a par exemple des excursions hors de l'histoire immédiate à l'occasion d'un voyage en Inde où j'ai eu des entretiens passionnants avec des spirituels indiens, hindous, et des brahmines, mais aussi avec Nehru. Et plusieurs voyages en Grèce où j'ai retrouvé dans sa vie de paysages et de mœurs quotidiennes tout l'esprit de l'Antiquité, le Delphes, qui est un des hauts lieux de mon Europe, les Cyclades, le Dodécanèse, et puis ensuite j'ai découvert toutes les autres rives de la Méditerranée, Israël, le Liban, la Tunisie avec Bourguiba, ensuite une partie de l'Afrique, par exemple le Sénégal avec Senghor, tout cela me donnant des vues convergentes sur l'Europe, m'indiquant d'une part la nécessité
de créer des institutions conformes à la culture européenne, mais aussi d'élargir cette culture, de l'ouvrir au reste du monde. Ça a toujours été le rôle de l'Europe d'exercer une fonction mondialisante. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez toujours très entouré dans cette idée de l'Europe? Est-ce que il vous semble que cette idée est toujours aussi mobilisatrice, ou est-ce que vous vous sentez parfois un peu seul? Eh bien, franchement, je me sens très seul, très souvent. Et dans ma génération, en tout cas. D'abord parce que beaucoup de mes amis sont morts, et ensuite parce que j'ai senti une espèce de désaffection croissante vis-à-vis de la cause et de l'engagement du militantisme européen, croissante avec les années, surtout ces dernières années. J'ai l'impression qu'on est parti dans le mauvais sens en voulant baser l'Europe sur l'économie et non pas sur sa culture, sur les manières de vivre, les mœurs et leur développement. L'échec du marché commun, ce qu'on a appelé récemment l'échec d'Athènes, a amené une sorte de désaffection de la cause européenne, de sorte que, oui, franchement, vous avez raison, je me sens assez seul. En tout cas, dans ma génération, je le répète, je pense, à l'inverse, avec un certain espoir, que dans la nouvelle génération, les gens qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, va se manifester un retour assez puissant à l'Europe. Je vois que, par exemple, dans beaucoup de manifestes publiés par des jeunes groupes à l'occasion des prochaines élections européennes, on parle beaucoup de fédération, d'Europe fédérée, et non pas d'une sorte d'union d'États souverains qui ne pourra jamais se faire. J'ai appelé ça une amicale des misanthropes, c'est-à-dire une chose qu'on peut dire mais qu'on ne peut pas faire. Oui, oui. Les États-nations basés sur l'idée de souveraineté absolue, jalouse, ne peuvent pas se réunir. Ce sont des misanthropes. S'ils faisaient une amitié, eh bien, c'est qu'ils cesseraient d'être misanthropes. Et s'ils veulent le rester, ils ne feront pas cette amicale. Donc ça paraît devenir clair dans la vue des jeunes d'aujourd'hui. Ils se déclarent de plus en plus souvent fédéralistes. Ils se déclarent pour la même raison régionalistes. Et beaucoup font une équation, une espèce de trilogie que j'ai proposée il y a quelques années au mouvement écologiste français d'abord, qui se dit ainsi: fédéraliste, régionaliste, écologiste, même avenir. J'imaginais bien que c'était à eux que vous vous adressiez lorsque vous nous disiez ces mots, et surtout lorsque vous dites que si le pire n'est pas sûr, il reste probable. Seuls, ajoutez-vous, les écologistes sont là pour percevoir et essayer de prévenir cette probabilité. Est-ce que vous êtes toujours aussi sûr de leur force réelle? Ou est-ce qu'il y a une autre interprétation, peut-être, une autre analyse à faire de l'art d'être gênant? On n'est jamais sûr du succès d'une action qu'on commence. Là, j'ai quelques proverbes, n'est-ce pas, contre ceux qui essayent d'interroger les augures pour savoir comment ça va se passer avant de se décider à joindre leur force à celle des militants. Par exemple, j'ai écrit, et je répète souvent, la décadence d'une société commence quand l'homme se demande qu'est-ce qui va arriver, au lieu de se demander qu'est-ce que je peux faire tout de suite. Alors vous me faites très peur. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de gens qui se disent sérieusement qu'est-ce que je peux faire et qui décident de le faire tout de suite. Ça n'est pas une raison pour moi de m'arrêter. Au contraire, je pense que nous devons redoubler parce que vous savez très bien comment on a accueilli les premiers efforts des écologistes, n'est-ce pas? On disait ces gens sentimentaux, un peu farfelus, qui s'occupent des petits osios et des petites fleurs bleues. Oui. Et maintenant, les petits nigauds qui ont répété ça pendant 10 ans sont pris de terreur en s'apercevant que, par exemple, les forêts de toute la Terre sont en train de disparaître et qu'elles entraîneront peut-être la fin de la vie sur la Terre, de la vie animale et végétale, et peut-être de la vie humaine. On s'aperçoit aussi que le développement absolument démentiel des armements atomiques, pour des raisons jamais précisées, des raisons de puissance
dans une énorme complicité des grands de ce monde, n'est-ce pas? Et que ça serait exactement la fin, mais très rapide, de toute vie sur la Terre. On s'aperçoit donc que les écologistes, après tout, s'occupaient de choses qui sont non seulement importantes, mais peut-être les plus importantes dont on puisse s'occuper, étant un homme sur la Terre. Ceci me donne non pas une espèce d'espoir artificiel, mais une volonté de poursuivre mon engagement, toujours plus. Je dirais presque, peu importe que cela réussisse, Oui. ceux qui sont engagés là-dedans, ils trouvent leur salut. Est-ce que vous citeriez aujourd'hui encore, oh je suis sûre de votre réponse, cette phrase de Luther que vous aimez tant, si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Je plante des petits pommiers tous les jours. Je prépare une douzaine de volumes, outre celui dont je viens de vous parler un peu trop longuement. Je prépare dans ces 12 volumes plusieurs recueils d'essais, un recueil de mes poèmes que je n'ai, pour ainsi dire, jamais publié dans ma vie, un roman que j'ai écrit dans ma jeunesse, qui est un roman de la vocation, qui s'appelle La folle vertu, et que je n'ai jamais publié, et puis un grand livre de morale qui s'appelle La morale du but. Vous voyez que je plante des petits pommiers, et j'espère qu'ils deviendront grands. Eh bien, je souhaite longue vie à vos pommiers, je souhaite surtout qu'ils portent les plus beaux fruits, peut-être pas du monde encore, mais de l'Europe en tout cas. Si vous aviez, en une minute, pardonnez-moi de vous imposer cette distance-là, une adresse aux vivants à formuler, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes qui affirment leur présence au monde à travers un vrai projet qui les engage totalement, comment formuleriez-vous cette adresse ? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Dieu, n'est-ce pas? C'est à peu près impossible de vous répondre. Tout ce que je pourrais dire, c'est citer quelques-unes des règles de ma vie que j'essaye de transmettre non seulement à mes lecteurs, mais à mes étudiants, aux jeunes d'aujourd'hui. Je vous en ai dit un ou deux déjà. Je peux peut-être vous en lire, comme ça sera une réponse tout à fait... absolument pas systématique, mais n'est-ce pas? Ces proverbes sont, par exemple, ceci: le civisme commence au respect des forêts. Ou bien, parce que ma morale consiste à se libérer pour suivre sa vocation, n'est-ce pas? Un but. Se libérer. C'est une morale de liberté et non pas de puissance. Alors, voici le proverbe: la puissance, c'est le pouvoir que l'on prend sur autrui. La liberté, c'est le pouvoir que l'on prend sur soi-même. Ou bien encore, là où l'homme veut être total, l'État ne sera jamais totalitaire. C'est sur ce proverbe-là, si vous le permettez, que je souhaiterais prendre congé de vous. Je crois que, si vous nous y autorisez, nous prendrons régulièrement des nouvelles de l'élaboration du journal d'un Européen avant qu'il soit tout à fait terminé et que, là, bien entendu, vous soyez obligé d'en parler à beaucoup. Ce sera peut-être notre privilège, de temps en temps, de savoir où vous en êtes. Merci encore à vous, Denis de Rougemont. Merci et à bientôt.